J'aurais fait comme elle. Ce hashtag, c'est le cri du cœur unanime de très nombreux citoyens comme de personnalités qui comprennent le choix qu'a dû faire Priscilla Majani lorsqu'elle a fui la France en 2011 après que Camille, sa fille, lui ait raconté les sévices sexuels qu'elle endurait de la part de son père depuis l'âge de 2 ans. Interceptée en Suisse lors d'un banal contrôle routier 11 ans plus tard, en février 2022, elle s'est vue condamnée à 5 ans de prison. Priscilla Majani est incarcérée depuis en attente du délibéré de son jugement en appel qui sera prononcé le 4 janvier à 14 h, soit dans une semaine. Inutile de dire que nous attendons tous et toutes que le premier verdict soit cassé et que Priscilla Majani soit immédiatement libérée. Priscilla, c'est sa fille Camille qui en parle le mieux. Je suis Camille Chauvet, née le 28 octobre 2005 à Hyères, et je témoigne que ma mère, Priscilla Majani, a toujours agi dans le but de me protéger et dans le but de prendre soin de moi. Je me souviens du jour où j'ai parlé de ce que me faisait mon père. Je l'ai d'abord dit à ma grand-mère, Heidi Majani. Je l'ai ensuite dit à ma mère et je me souviens de son état de choc au moment où je lui parlais. J'ai commencé à parler des choses moins graves, puis des abus sexuels. Ce dont je me souviens particulièrement avoir dit est « il a mis son zizi dans le trou des fesses », car c'est là que les gens à qui je parlais étaient le plus choqués. J'étais heureuse de pouvoir être entendue sans être jugée. Mon père me disait toujours « ne parle à personne, sinon tu vas voir ce qui va arriver à ta mère ». Elle a vu. Priscilla Majani est effectivement détenue au Beaumet depuis août 2022. Cette maman de 48 ans s'est pris 5 ans de prison en première instance pour avoir enlevé sa fille pendant 11 années. Une arrestation qui a permis à l'ineffable Jean-Marc Morandini de signer une de ses plus inoubliables émissions. Cette affaire d'enlèvement d'enfants qui vient de connaître un rebondissement heureux et inattendu. Il y a quelques jours, la semaine dernière, Camille, une jeune fille de 16 ans, en effet été retrouvée en Suisse 11 ans après son enlèvement par sa propre mère. Et c'est grâce à un simple contrôle routier que mère et fille ont pu être retrouvées. Pour Alain, le père de la petite Camille, c'est la fin d'un véritable calvaire. Il sera d'ailleurs avec nous en direct sur ce plateau dans un instant. Tout a commencé en fait en 2010 à Carqueiranne, c'est une petite ville du Var. Alain passe Noël avec sa fille de 5 ans et après les fêtes, le père de famille raccompagne la petite chez Priscilla, sa mère, avec qui il partage la garde. Mais quelques jours plus tard, alors qu'Alain doit aller chercher sa fille à l'école, la maîtresse lui annonce que Camille est absente depuis la veille. Alain est alors convaincu que son ex-femme a enlevé leur fille. Et comble de l'horreur, quelques jours plus tard, Alain apprend que Priscilla l'accuse d'avoir agressé sexuellement leur fille. Interrogée, la petite fille confirme ses accusations. Le père de famille est alors convaincu que Camille a été manipulée par sa mère. Alors qu'elle s'était déjà séparée de son ex-mari en décembre 2010, leur petite fille Camille se plaint auprès de Priscilla, sa mère, d'attouchements qu'elle dit avoir subis. Alors elle le dit avec ses mots d'enfant. Mais elle dit des choses qui ne s'inventent pas. Il m'a mis le zizi dans le trou des fesses. Ça fait très mal. Et il fait ça quand, papa demande sa mère. Camille récite les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. J'affirme que mon père, Alain Chauvet, agissait de façon négligente avec moi. Il ne me nourrissait pas ou que de temps en temps. Il lui arrivait très souvent de se mettre en colère contre moi pour des choses dont je n'étais pas fautive, et suite à cela de m'enfermer dans une pièce sans lumière en me disant « je te laisserai sortir quand t'auras fini de pleurer ». Et il pouvait m'y laisser plusieurs heures jusqu'à ce que je m'endorme par terre. Il regardait très souvent des films d'horreur avec des scènes de crimes très poussées, où figuraient des meurtres, des scènes morbides, et me disait de regarder avec lui, même si je ne voulais pas. Dans l'un d'entre eux figurait une femme qui se faisait couper la tête. Il me disait que si je parlais de tout ce qu'il me faisait, c'est ce qui arriverait à ma mère. Dans un premier temps, Priscilla va donc déposer une main courante au commissariat de Hyères dans le Var. Ma mère et moi sommes allés voir des policiers. Je leur ai dit la même chose que ce que je disais à ma mère. Ce que je n'aimais pas chez le policier qui m'interrogeait, c'était qu'il rigolait quand je lui disais ce qu'il se passait.
Il rigolait comme si je lui faisais une blague, comme si c'était drôle. Ce que je ressentais, c'est que je n'étais pas crue. Alors Priscilla porte plainte pour éloigner au plus vite Camille de son père. Mais très vite, on l'informe, par oral, que l'enquête n'ira pas plus loin, que le substitut du procureur a décidé de classer l'affaire sans lui accorder la moindre suite judiciaire. Laurence Graton, qui est son amie fidèle, qui la défend indéfectiblement, m'assure qu'il n'y a à ce jour aucune trace écrite de cette décision de classement, à part des comptes rendus de discussions téléphoniques sur procès-verbal. Seulement voilà, entre-temps, l'ex-époux a été entendu, évidemment il a nié, et l'enfant a été vu par une psychiatre et ausculté par un gynécologue stagiaire, alors qu'elle n'a pas vu son père depuis longtemps. Il n'en faut pas plus pour que la justice estime que l'enfant fabule. Comme toujours, me direz-vous, depuis ou trop. Le géniteur a, semble-t-il, le bras long. Il connaît du monde dans certains de ces cercles occultes qu'on croise hélas encore si souvent dans ce genre d'affaires. Pourtant, quand la psychiatre demande à la petite, Camille, de dessiner sa famille, elle utilise des couleurs pour sa mère et sa grand-mère, mais du noir pour représenter son géniteur qu'elle représente, le slip baissé, le pénis apparent. Mais elle ment, c'est évident. Priscilla tombe des nues. Au tout début de l'affaire, elle était persuadée que son ex-mari serait écarté, que sa fille serait donc protégée par la justice à la suite de l'enquête. C'est alors que l'histoire prend une très mauvaise tournure pour la mère et la fille. On informe Priscilla qu'elle va devoir remettre l'enfant au père pour son tour de garde. Et là, elle refuse, formellement. Logiquement, les autorités débarquent chez elle. Par chance, la petite fille est absente à ce moment-là. Mais Priscilla est embarquée en garde à vue, menottes au poignet. Au terme de sa garde à vue, on l'informe à nouveau de la nécessité qu'elle a de restituer sa fille à l'ex-mari. Elle acquiesce, mais dans les jours précédents, elle a fait ausculter sa fille à l'hôpital Trousseau de Paris, qui possède un service de victimologie pour mineurs. La conclusion est étrangement tout à fait différente de celle qui a été faite dans la région toulonnaise. Le chef de service de l'hôpital Trousseau émet un signalement après une semaine d'examen. Signalement qui restera lettre morte. Priscilla n'a donc plus aucun doute et plus aucun choix. Puisqu'on ne la croit pas, elle doit protéger sa fille Camille. Alors elle prend la fuite, laissant derrière elle tout ce qui pourrait laisser des traces. Téléphone, ordinateur, carte vitale et même sa voiture. Elle part pour refaire sa vie en Suisse, loin de son ex-mari. Ma mère a décidé de partir. À ce moment-là, je ne savais pas trop pourquoi on partait de la maison. Mais je me souviens très bien avoir été énormément soulagée de partir loin de mon père. Je me suis sentie m'écarter du danger et libérée de la menace qu'il représentait pour moi. Je me suis sentie pour la première fois en sécurité. J'avais ma mère à mes côtés et c'est tout ce qui comptait pour moi. J'ai le souvenir d'avoir été épanouie à partir de ce moment-là. Pendant 11 années, Priscilla va élever Camille en subsistant avec des petits boulots, des ménages, elle qui était ingénieure aéronautique au sein de l'armée. Elle veut offrir le meilleur à sa petite, qui apprend à jouer de 2 instruments, tient une page Instagram pour présenter ses dessins et mène une vie sociale aussi normale que possible. Sa mère s'assure également que Camille soit accompagnée par un pédopsychiatre et s'occupe de ses soins d'orthodontie. Notre départ a été le plus beau jour de ma vie. À ce moment-là, je savais que je ne subirais plus les tortures infligées par mon père qui m'ont tant fait souffrir. Toutes ces années où nous vivions ensemble, ma mère et moi, j'ai été le plus heureuse. Pour moi, la justice qui a traité cette affaire il y a 11 ans n'a pas effectué son travail, n'a pas été juste. J'aurais voulu être crue, tout comme ma maman qui m'a crue quand je lui ai révélé les crimes commis par mon père. Je suis triste qu'elle ait dû se battre comme cela, qu'elle ait dû me protéger par ses seuls propres moyens pour que je sois en sécurité, à cause du fait que la justice française n'a pas été capable d'appliquer une vraie justice. Les autorités commencent à rechercher Camille et sa mère dès 2011. Puis, un mandat de recherche international est émis en 2015. La lourde machine de la justice se met en branle, implacable. L'idée de cette lourde machine, dans ce genre d'affaires, c'est pas les femmes et les enfants d'abord. C'est même presque toujours le contraire. Par 3 fois, Priscilla est condamnée par le tribunal judiciaire de Toulon, y compris en son absence. Camille, qui a aujourd'hui 17 ans, vit seule et à l'étranger, tandis que sa mère est incarcérée
dans l'attente du verdict de son appel le 4 janvier. J'ai toujours été libre de prendre mes propres décisions, de sortir avec mes amis sans craindre quoi que ce soit, d'aller à l'école comme n'importe quel enfant, adolescente normale et de m'intégrer dans la vie sociale. Je n'ai jamais été oppressée ni contrainte de force à suivre ma mère. Si j'avais voulu retourner vivre chez mon père, j'aurais pu le faire depuis longtemps. Mais je n'en ai plus jamais eu envie car mon père est une crainte pour moi. Camille est aujourd'hui âgée de 16 ans et elle a été confiée en urgence à l'organisme chargé de la protection de l'enfance du canton de Vaud. Alain, lui, se prépare pour partir en Suisse et il va enfin voir, pour la première fois en 11 ans, le visage de sa fille. Camille a porté plainte contre son père en octobre 2022 pour violences physiques, psychologiques et sexuelles. Que l'on accuse ma mère de menteuse est incompréhensible pour moi. C'est moi qui lui ai parlé des horreurs commises par mon père, je me souviens de ces moments. Je sais que tout ce que j'ai dit il y a 11 ans est véridique et je me vois encore en train de parler des maltraitances. Et c'est elle qui a eu la juste responsabilité de porter plainte, car c'est ce que n'importe quel parent qui veut le bien de son enfant aurait fait. Je ne comprends pas pourquoi la justice décide de fermer les yeux sur ça, en considérant que ma mère a commis un crime dans le but de me protéger avant tout, alors que les crimes de mon père sont bien plus graves. J'espère très fortement qu'elle va être reconnue innocente et qu'elle va être libérée. Elle est pour moi un pilier, un soutien, et je souhaite pouvoir vivre avec elle ici, en Suisse, et retrouver un mode de vie normal à ses côtés. Peut-on vraiment retrouver un mode de vie normal après ça? Si Priscilla Majani voit sa peine confirmée en appel, certainement pas. Et même si, comme nous sommes très nombreux à l'espérer maintenant, Priscilla est libérée le 4 janvier, il restera comme un sentiment que la justice s'est lourdement trompée de coupable dans cette affaire et comme trop souvent. Comment se remet-on de l'inceste? C'est la question posée par l'excellent documentaire de Fanny Fontan, à découvrir dès maintenant, aux côtés de plein d'autres, sur notre plateforme carlzero.tv en cliquant sur le lien en description sous cette vidéo. Tout de suite, un extrait. Merci. C'est dur à dire. Voilà, quand j'étais petite, j'ai été victime d'inceste. Et maintenant, je vis avec. Le sentiment d'être à part. Mais je cours toujours vers l'enfance. Dans ma petite tête, je me suis dit je le dirai jamais à personne. Je sais pas, j'ai plus l'impression d'être finalement un être humain, quoi. Juste un objet. En fait, on sait pas pourquoi il y a cette boule là, on sait pas pourquoi elle est autour de notre pied. Et puis plus on grandit, et moins on veut la voir en fait, jusqu'au moment où on est quand même obligé parce que c'est un vrai boulet et ça nous empêche d'avancer. Alors on la regarde, on essaye d'y toucher un peu et puis c'est difficile, mais à un moment donné, faut y aller quoi.